La porte s'ouvrit brusquement. Une fillette entra en courant dans le bar de Rusty. Elle avait 7 ans et portait une veste rouge. Elle était en sueur et haletait. Elle ne s'arrêta pas au comptoir. Elle ne regarda pas les camionneurs près du billard. Elle courut directement vers le coin au fond où 12 motards buvaient de la bière. Le plus grand des hommes leva les yeux. Il s'appelait Colt. Il avait une cicatrice sur le visage et de la barbe grise. Il posa lentement sa bouteille. La fillette s'arrêta devant lui. Tout son corps tremblait. « S'il vous plaît. » Sa voix se brisa. « J'ai besoin d'aide. » Colt se pencha en avant. Sa voix était douce. « Comment t'appelles-tu, ma chérie? »« Emma. »« Où est ta maman? » Les mains d'Emma tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine attraper le col d'une veste rouge. Elle la tira vers le bas. Des ecchymoses couvraient son épaule. Violettes, vertes, jaunes. Des empreintes de doigts s'étaient imprimées dans sa peau comme si elle y avait été brûlée. Un motard plus jeune se leva rapidement. Sa chaise heurta le sol. Bon sang. Colt eut le cœur serré. Il avait vu beaucoup de choses en 48 ans. La guerre, la mort, la violence. Mais voir ces marques sur la peau d'un enfant lui fit quelque chose qu'il ne pouvait exprimer avec des mots. Il garda une voix calme. « Qui t'a fait ça? » Les lèvres d'Emma tremblèrent. De nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. Maman dit qu'on doit se taire. Ces mots frappèrent Cole comme un coup de poing dans le ventre. « Ta mère t'a dit de te taire à ce sujet. » Emma acquiesça. Elle essuya son visage avec sa manche, mais les larmes continuèrent de couler. Elle dit que si nous le disons, il fera pire, mais il lui a fait très mal hier soir. Elle n'a pas pu se lever ce matin. J'ai essayé de l'aider, mais elle n'arrêtait pas de pleurer. Colt sentit quelque chose se briser en lui. Pas de la colère, quelque chose de plus profond, quelque chose de protecteur et d'ancien. Il se leva, l'autre motard se leva avec lui. Tous les hommes assis à cette table avaient le même regard. Où est-elle maintenant? Miller écrivit « Remorque bleue numéro 17 ». Cole se tourna vers l'homme à côté de lui. Sa voix était tendue. « Va chercher le camion ». L'homme se dirigea vers la porte arrière sans un mot. Cole regarda un autre motard, appelle document, et dit-lui que nous amenons quelqu'un qui a besoin de lui. Il s'agenouilla devant Emma. Ses genoux craquèrent. De près, il pouvait voir la peur dans ses yeux, l'épuisement, le poids qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait porter. Quand rentre-t-il à la maison? À 17 heures, il travaille à l'usine. Cole regarda sa montre. Il était 14h15. Il tendit la main et la posa doucement sur son épaule, celle qui n'était pas couverte de bleu. « Emma, écoute-moi. Tu as bien fait de venir ici. Tu m'entends? Tu as fait exactement ce que tu devais faire. » Son menton tremblait. « J'avais tellement peur. Je ne savais pas où aller. »« Tu es venu au bon endroit. » Cole eut la gorge serrée. « Nous allons chercher ta maman et nous veillerons à ce que personne ne vous fasse plus jamais de mal. C'est une promesse. Et s'il revient plus tôt? » Les yeux de Colt se durcirent. « Alors nous nous en occuperons. » Emma leva les yeux vers lui. Quelque chose dans son visage dut la rassurer, car elle acquiesça pour la première fois depuis qu'elle avait franchi la porte. Sa respiration ralentit. L'un des motards derrière Colt prit la parole. Il s'appelait Gunner. C'était le plus âgé du club, 72 ans. Vétéran du Vietnam. Sa voix était rauque, les enfants ont du crâne. Colt acquiesça. Oui, c'est vrai. Un autre motard s'avança, plus jeune, peut-être 35 ans. Son nom de guerre était Trace. Il avait une fille à peu près du même âge qu'Emma. La vue de ses ecchymoses lui donna la nausée. « On y va? » demanda Trace. Cole secoua la tête. « Les camions sont plus silencieux. On ne veut pas attirer l'attention. » Un moteur nommé Smoke s'approcha. C'était le technicien du club. Il est doué avec les téléphones et les ordinateurs. Je vais rechercher tout ce que je peux trouver sur Kevin Dalton pour voir à quoi nous avons affaire. Colt acquiesça. Fais-le. La barmaid, une femme nommée Rita, s'approcha avec un verre d'eau et une assiette de frites. Elle les posa devant Emma. « Mange quelque chose, ma chérie. On dirait que tu n'as rien mangé de toute la journée. » Emma fixa les frites. Son estomac gargouilla. Elle en prit une et la mit dans sa bouche, puis une autre. Elle mangeait comme si elle mourait de faim. Rita regarda Colt. Ses yeux étaient humides. Ce salaud. « Oui. » Rita retourna au bar. Elle sortit son téléphone et passa un appel. Colt ne lui demanda pas qui elle appelait. Il avait l'impression de le savoir. La porte d'entrée claqua à 23h43. Emma était allongée sur son matelas.
Pas de cadre de lit, juste un matelas et une fine couverture. Elle serrait contre sa poitrine son lapin en peluche. Il s'appelait Clover. Il lui manquait une oreille. Des pas lourds dans le salon. La voix de sa mère. Silence. Attention, tu rentres tard. Ne commence pas. La voix de Kevin était pâteuse. Emma eut un haut le cœur. Elle connaissait cette voix. La voix de l'ivrogne. La voix de la colère. Je voulais juste dire, je t'ai dit de ne pas commencer. Du verre se brisa. Une bouteille peut-être. Emma remonta la couverture jusqu'à son menton. Son cœur se mit à battre plus fort. Kevin, s'il te plaît. Emma Doc, je m'en fiche qu'elle dorme. Va te coucher, ne me dis pas ce que je dois faire. Une gifle forte et bruyante. Sa mère haleta. Emma sursauta comme si c'était elle qui avait été frappée. Elle s'assit lentement. Ses mains tremblaient. Elle voulait courir là-bas. Elle voulait lui crier d'arrêter. Mais la dernière fois qu'elle avait essayé, Kevin l'avait attrapée par le bras et l'avait jetée contre le mur. C'est de là que venaient la plupart des bleus. La voix de sa mère tremblait. S'il te plaît, je suis désolé. Je suis désolé. Tu es toujours désolé. Une autre gifle, plus forte. Puis un bruit sourd. Quelque chose de lourd heurta le sol. Emma eut le souffle coupé. Elle se leva, marcha jusqu'à sa porte sur des jambes tremblantes, colla son oreille contre le bois. Sa mère pleurait, de petits sanglots brisés qui faisaient mal à la poitrine d'Emma. La voix de Kevin était basse et méchante. « Lève-toi. Je ne peux pas. » La voix de sa mère n'était qu'un murmure. « Tu m'as fait mal aux côtes. » J'ai dit « Lève-toi. » Un cri court, aigu, rapidement étouffé. Emma sentit tout son corps se glacer. Des larmes coulaient sur son visage. Elle pressa sa main sur sa bouche pour ne pas faire de bruit. Elle voulait ouvrir la porte. Elle voulait aider, mais les paroles de sa mère résonnaient dans sa tête. Les paroles qu'elle lui avait répétées 100 fois. « Reste tranquille, ma chérie. Si tu fais du bruit, il te fera mal aussi. Reste dans ta chambre et reste tranquille. » Alors Emma resta tranquille. Elle rampait jusqu'à son matelas, tirait la couverture sur sa tête, appuyait ses mains sur ses oreilles aussi fort qu'elle le pouvait, mais elle entendait toujours sa mère pleurer. Elle serrait Clover si fort que la bourse s'agglutinait sur ses doigts. Elle murmurait à l'oreille restante du lapin. « Tout va bien, Clover. Maman va s'en sortir. Comme toujours. Comme toujours. » Mais Emma n'y croyait plus. Elle resta allongée dans le noir pendant ce qui lui semblait être des heures. Les bruits finirent par s'arrêter. La caravane redevint silencieuse, mais Emma ne pouvait pas dormir. Elle fixait le plafond, la tache d'humidité qui ressemblait à un chien, la fissure qui allait du coin jusqu'au luminaire. Elle pensait à sa professeure, Madame Palmer. Madame Palmer avait expliqué à la classe ce qu'il fallait faire si quelqu'un vous faisait du mal. Elle avait dit d'en parler à un adulte de confiance, de demander de l'aide, mais Emma avait déjà essayé une fois. Elle avait parlé à la conseillère scolaire de Kevin, des coups, des cris. La conseillère avait appelé sa mère. Sa mère était venue à l'école. Elle avait souri. Elle avait dit que tout allait bien, que c'était juste un malentendu. Les enfants exagèrent parfois. Et cette nuit-là, Kevin s'était assuré qu'Emma comprenne ce qui arrivait quand elle racontait aux gens des choses qui ne les regardaient pas. Alors Emma avait arrêté de parler. Elle avait arrêté d'en parler à l'école. Elle avait arrêté de demander de l'aide. Elle avait appris à porter des manches longues, même quand il faisait chaud. Elle avait appris à dire qu'elle était tombée quand quelqu'un lui demandait d'où venait un bleu. Elle avait appris à se taire. Mais allongée là dans le noir, écoutant sa mère pleurer, Emma prit une décision. Elle n'allait plus se taire. Emma s'est réveillée avec la lumière du soleil qui passait à travers le fin rideau. Elle s'est assise et a écouté. La caravane était silencieuse. Elle s'est levée lentement, s'est dirigée vers la porte et l'a entr'ouverte. Le camion de Kevin n'était plus là. Elle pouvait voir à travers la fenêtre. L'allée était vide. Emma a marché dans le couloir étroit. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit sur le vieux linoléum. Elle a trouvé sa mère dans le salon, toujours sur le canapé, toujours sous la couverture. Maman, les yeux de sa mère s'ouvrirent. Le doigt était gonflé, presque fermé. Sa lèvre était fendue. Du sang avait séché sur son menton. Bébé, sa voix était rauque. Tu devrais être au lit. C'est le matin. Kevin est parti travailler. Sa mère essaya de s'asseoir. Elle haleta, appuya sur sa main. Emma accourut. Ne bouge pas. Tu es blessé.
Ça va. Tu n'es pas bien. Les yeux de sa mère se remplirent de larmes. Emma, je suis désolé. Je suis tellement désolé que tu doives voir ça. Emma s'agenouilla à côté du canapé. Nous devons partir. Nous devons nous éloigner de lui. Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Nous n'avons nulle part où aller. Pas d'argent, pas de famille. Nous pouvons demander de l'aide à quelqu'un. Sa mère secoua la tête. J'ai déjà essayé. Ça ne marche pas. Les gens ne veulent pas s'impliquer. Et Kevin me retrouve toujours. Il me ramène toujours. Alors nous devons faire autre chose. Sa mère tendit la main et toucha le visage d'Emma. Sa main tremblait. Ma chérie, j'ai besoin que tu sois forte pour moi. Encore un peu. Je vais trouver une solution. Je te le promets. Emma fixa sa mère, les ecchymoses, le sang, la douleur dans ses yeux. Elle avait déjà entendu cette promesse. Rien n'avait jamais changé. Emma se leva. Je vais te chercher de l'eau. Elle se rendit dans la cuisine, remplit un verre au robinet et le rapporta. Sa mère but lentement, grimaçant à chaque gorgée. Emma s'assit par terre à côté du canapé. Elle ne dit rien. Elle resta simplement assise là. Sa mère se pencha et lui caressa les cheveux. Je t'aime, ma chérie. Tu le sais, n'est-ce pas? Je sais. Tout ce que je fais, c'est pour te protéger. Emma ne répondit pas, car elle ne se sentait pas en sécurité. Elle ne s'était pas sentie en sécurité depuis longtemps. Emma s'assit sur les marches devant la caravane, Clover sur ses genoux. Sa mère était toujours sur le canapé. Elle avait essayé de se lever 2 fois. Les 2 fois, elle avait poussé un cri de douleur et s'était recouchée. Emma savait ce que cela signifiait. Des côtes cassées, peut-être pire. Elle avait vu suffisamment de séries médicales à la télévision pour le savoir. Kevin serait à la maison dans 3 heures et demie, et quand il rentrerait, tout recommencerait. Emma regarda la rue, avec des caravanes des 2 côtés, certaines avec des gens assis dehors, d'autres avec des voitures dans l'allée. Certaines semblaient vides. Personne n'a jamais aidé. Ils entendaient les cris. Ils entendaient les hurlements. Ils voyaient des bleus, mais personne n'a jamais aidé. Emma se leva. Elle retourna à l'intérieur. Sa mère dormait. Emma alla dans sa chambre. Elle ouvrit un petit tiroir à côté de son matelas. À l'intérieur se trouvait un billet d'1 $, 2 pièces de 25 cents, 3 pièces de 10 cents, tout l'argent qu'elle possédait. Elle le mit dans sa poche, elle retourna dans le salon, se tint à côté du canapé et regarda sa mère. « Je vais arranger ça, maman, » murmura-t-elle. « Je te le promets. » Sa mère ne se réveilla pas. Emma se dirigea vers la porte d'entrée, l'ouvrit et sortit. Elle se mit à marcher. Elle ne savait pas où elle allait. Pas exactement, mais elle avait entendu les autres enfants à l'école parler d'un endroit, un bar de l'autre côté de la ville, un endroit où traînaient des motards. Des gens dangereux, diraient rien que les adultes. Mais Emma ne se souciait plus du danger. Elle avait besoin d'aide, et les gens dangereux étaient les seuls qui semblaient prêts à se battre. Emma marcha pendant 30 minutes. Elle avait mal aux pieds. Elle portait ses vieilles baskets, celles qui avaient un trou à l'avant. Elle passa devant la station-service, la laverie automatique, le magasin du coin. Elle tourna dans une rue principale et le voilà. Le bar de Rusty, un bâtiment bas avec une peinture rouge délavée, des motos étaient garées devant. 8 grandes, chromées, bruyantes, même lorsqu'elles ne roulaient pas. Emma s'arrêta de l'autre côté de la rue. Son cœur battait à tout rompre. Et s'ils ne l'aidaient pas? Et s'ils se moquaient d'elle? Et s'ils appelaient Kevin? Elle serra Clover contre elle. « Tout va bien, » murmura-t-elle au lapin. « On peut y arriver. » Elle traversa la rue, s'approcha de la porte, prit une profonde inspiration et la poussa. Une camionnette Ford noire s'arrêta devant le bar Rusty's. Reaper était assis au volant, le moteur en marche. Colt sortit avec Emma. Il posa doucement sa main sur son épaule. 8 autres moteurs les suivirent. Ils montèrent à l'arrière du pick-up sans dire un mot. 2 d'entre eux restèrent derrière pour récupérer leur moto. Emma s'assit à l'avant, entre Colt et Reaper. Elle était si petite que ses pieds ne touchaient pas le sol. Elle tenait Clover sur ses genoux. Reaper lui jeta un coup d'œil. « C'est un joli lapin. » Emma baissa les yeux vers Clover. « Il s'appelle Clover. Il lui manque une oreille. Je vois ça. Que lui est-il arrivé? Kevin me l'a arraché quand je n'arrêtais pas de pleurer. » Reaper serra le volant de toutes ses forces. Ses jointures blanchirent. Colt regardait droit devant lui. Sa mâchoire était crispée comme de la pierre. Mais quand il parla, sa voix était douce.
Tu n'auras plus à pleurer, Emma. Pas comme ça. Le camion quitta le parking. Derrière eux, deux motos rugirent en démarrant. Le bruit résonna dans la rue vide comme un coup de tonnerre. Emma regardait par la fenêtre. Elle ne disait rien, mais pour la première fois depuis très longtemps, elle ressentait quelque chose qu'elle avait presque oublié. L'espoir. Gunnar était assis à l'arrière du camion avec les autres. Il regarda Trace. « Quel âge a ta fille maintenant? » « 8 ans. Elle a fêté son anniversaire la semaine dernière. Est-ce qu'elle sait ce que tu fais? » Trace secoua la tête. Elle sait que je fais de la moto. Elle sait que le club veille sur les gens, mais elle ne sait rien de cette partie-là. Tu ne t'inquiètes jamais qu'elle se fasse mal tous les jours? La voix de Trace était tendue. C'est pour ça qu'on fait ça. Pour que d'autres enfants n'aiment pas à vivre comme Emma. Smoke s'appuya contre le côté de la benne du camion. Il avait sorti le casier judiciaire de Kevin Dalton sur son téléphone. Ce type a un passé. 2 accusations d'agression. Une pour violence domestique. Il a passé 6 mois en prison il y a 2 ans. Comment est-il sorti? Demanda un autre moteur. Pour bonne conduite. La voix de Smoke était amère. Le système est une farce. Gunnar regarda la route devant lui. Le système a échoué. Emma a laissé tomber sa mère. C'est pour ça qu'on est là. Le camion tourna sur une route de Miller. La rue semblait pire à la lumière du jour. Fenêtres cassées, toits affaissés, jardins remplis de détritus et de pièces de voitures rouillées. Reaper roulait lentement à la recherche du numéro 17. Emma le désigna. Là, le bleu. Il n'était plus bleu. Il était gris délavé, avec des traces de rouille sur les côtés. Les marches de l'entrée étaient tordues. Une fenêtre était recouverte de cartons et de rubans adhésifs. Les gouttières pendaient de travers. Le camion s'arrêta devant la caravane. Les motos se garèrent derrière. Colt regarda Emma. « Tu restes dans le camion, compris? » Elle acquiesça. « Verrouille les portes après être sorti. Ne les ouvre pas, sauf si c'est moi ou Reaper. »« Compris. »« Compris. » Colt lui toucha doucement l'épaule. « On va faire sortir ta maman, je te le promets. » Louis et Reaper descendirent du camion. Les autres moteurs sautèrent de la plateforme. Ils se déplaçaient silencieusement, délibérément, comme des soldats en mission. Emma les regarda marcher vers la caravane. Son cœur battait à nouveau à tout rompre, mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à un soulagement. Colt monta les marches bancales. Le bois craqua sous son poids. Il frappa 3 fois à la porte, avec fermeté, mais sans agressivité. Pas de réponse. Il frappa à nouveau. « Madame, je m'appelle Colt. Votre fille Emma nous a envoyés. Nous sommes là pour vous aider. » Toujours rien. Cole essaya la poignée. La porte n'était pas verrouillée. Il l'ouvrit lentement. L'odeur le frappa en premier. De la bière éventée, des cigarettes. Quelque chose d'autre, quelque chose d'aigre et de cru. Le salon était petit. Un canapé avec un tissu déchiré, une télévision posée sur une caisse à lait, des bouteilles vides par terre, une lampe cassée dans un coin, des emballages alimentaires éparpillés partout et sur le canapé, recroquevillée sous une fine couverture, une femme. Elle ne bougea pas lorsque la porte s'ouvrit. Colt entra. « Madame !» Elle ouvrit les yeux gonflés. L'un d'eux était presque fermé. Sa lèvre était fendue. Du sang séché sur son menton. D'autres ecchymoses sur son cou, sur ses bras. Elle a essayé de s'asseoir, a haleté, appuyé sa main sur ses côtes. « Ne bougez pas !» La voix de Colt était douce. Il s'est agenouillé à côté du canapé. « Votre fille Emma était venue nous voir. Demandez de l'aide. Nous sommes là pour vous sortir de là. » Les yeux de la femme se sont remplis de larmes. « Vous ne pouvez pas. Il nous tuera. Non, il ne le fera pas. Vous ne comprenez pas. Il nous trouvera. Il nous trouve toujours. » Colt la regarda dans les yeux. Sa voix était calme. « Sûr, madame. J'ai eu affaire à des hommes comme Kevin Dalton toute ma vie. Ce sont des brutes. Ce sont des lâches. Et ils n'ont de pouvoir que parce que personne ne leur tient tête. Nous lui tenons tête. Il ne vous fera plus jamais de mal, ni à vous, ni à Emma. Je vous donne ma parole. » Elle le fixa, cherchant quelque chose sur son visage. La vérité, peut-être. La sécurité. Sa voix sortit dans un murmure brisé. « Qui êtes-vous? » « Je m'appelle Colt. Je suis le président du club de motards Iron Wolves. Et ces hommes dehors, ce sont mes frères.
Nous protégeons les gens qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Une larme coula sur sa joue. Pourquoi nous aideriez-vous? Vous ne m'aimez pas. Parce qu'Emma a eu le courage de demander. Et parce qu'aucun enfant ne devrait avoir à vivre ainsi. La femme s'effondra. Elle se couvrit le visage de ses mains. Elle sanglota. Colt se leva. Il se dirigea vers la porte et appela. « Document, viens ici. » Un homme d'une cinquantaine d'années entra. Son nom de route était Document. Ce n'était pas un vrai médecin, mais il avait été infirmier de combat en Irak pendant 3 missions. Il avait vu suffisamment de traumatismes pour savoir quoi faire. Doc s'agenouilla à côté de la femme. « Madame, je m'appelle Document. Je vais examiner vos blessures. J'ai besoin que vous me disiez où vous avez le plus mal. » Elle baissa les mains, le regarda. « Mes côtes, du côté gauche, ça fait mal quand je respire. » Doc souleva doucement sa chemise juste assez pour voir son flanc. Les ecchymoses étaient étendues, violet foncé et noir, s'étendant sur toute sa cage thoracique. Il appuya légèrement. Elle grimaça, se mordit la lèvre pour ne pas se crier. « C'est cassé, » dit Doc doucement. « Au moins 2, peut-être 3. Vous avez besoin de radiographie, de soins médicaux appropriés. » La femme secoua rapidement la tête. « Non, pas d'hôpital. Ils vont poser des questions. Ils vont appeler la police. Kevin a des amis dans la police. Ils lui diront où je suis. Il viendra nous chercher. » L'expression de Colt s'assombrit. Quel est son nom complet? Kevin Dalton. Gunner prit la parole depuis l'embrasure de la porte. Je connais ce nom. Il travaille à l'usine de plastique sur la route 9. Il a mauvaise réputation. Il est colérique, il se bat souvent. Je suis surpris qu'il n'ait pas été licencié. Il couche probablement avec la femme d'un cadre. Marmonna Reaper. Colt regarda le document. Pouvez-vous la stabiliser ici? Doc acquiesça. Pour l'instant, je peux bander ses côtes. Lui donner quelque chose contre la douleur. Mais elle a besoin d'un vrai médecin dans les 24 heures. Il y a un risque d'hémorragie interne. On s'en occupera. Cole sortit son téléphone et passa un appel. Il sonna 3 fois. Oui. Une voix de... Maria, c'est Colt. J'ai besoin d'un service. Écoutez-moi. Une situation de violence domestique. Une femme et un enfant ont besoin d'un logement sûr, de soins médicaux, sans poser de questions. Maria Garcia dirigeait un refuge pour femmes à 2 villes de là. Elle avait déjà travaillé avec les Iron Wolves. Elle leur faisait confiance. « C'est grave? » demanda-t-elle. Côte égalisée contusion grave, fille de 7 ans couverte de bleu. Maria resta silencieuse un instant, puis sa voix redevint dure. « Amenez-les-moi. Je vais préparer une chambre. »« Merci, Colt. Le type qui a fait ça est entre de bonnes mains. Bien. » Il raccrocha. Doc s'était déjà mis au travail. Il sortit des fournitures médicales d'un sac. Il avait toujours sur lui des bandages, de l'antiseptique, des analgésiques. Il banda soigneusement les côtes de la femme. Elle haleta plusieurs fois, mais ne pleura pas. « Comment vous appelez-vous? » demanda Doc doucement. « Lisa. Lisa Carson. Lisa, je vais vous donner quelque chose pour la douleur. Cela va vous rendre somnolente, c'est normal. Quand nous arriverons à destination, un vrai médecin vous examinera. » D'accord, elle acquiesça. Doc lui donna 2 comprimés et une bouteille d'eau. Elle les avala lentement. Cole sortit. Emma était toujours dans le camion. Elle avait le visage collé à la vitre et observait. Il lui fit un signe de victoire. Elle ne sourit pas, mais ses épaules se détendirent légèrement. Trace s'approcha. « Quel est le plan? » Cole regarda sa montre. « 3h10. Nous avons moins de 2 heures avant que Kevin rentre à la maison. Nous déplaçons Lisa et Emma maintenant. On les emmène au refuge de Maria. Puis on revient. Et ensuite, on attend Kevin Dalton. » Le visage de Trace resta impassible, mais quelque chose de froid brilla dans ses yeux. Il ne va pas aimer ce qu'il attend. Non, en effet. Ils retournèrent à l'intérieur. Lisa était maintenant assise et bougeait avec précaution. Le docteur lui avait donné une veste à porter par-dessus sa chemise déchirée. « Tu peux marcher? » demanda Doc. « Je pense que oui. » Gunner et Reaper l'aidèrent à se lever. Elle vacilla et s'agrippa au bras de Gunner pour se stabiliser. Ils l'accompagnèrent lentement vers la porte. Colt jeta un dernier coup d'œil dans la caravane. Il vit une photo encadrée sur une petite table. Lisa et Emma, toutes 2 souriantes. Elles semblaient avoir été prises dans un parc, peut-être 2 ans auparavant. Avant de partir, Kevin prit la photo et la glissa dans sa veste.
Ils aidèrent Lisa à s'installer sur la banquette arrière du camion. Emma grimpa à côté d'elle. Lisa regarda sa fille, tendit la main et lui caressa le visage. « Ma chérie, je suis tellement désolé. » Emma la serra dans ses bras. « Fais attention à ne pas lui faire mal aux côtes. »« Ça va, maman, on est en sécurité maintenant. » Lisa se mit à pleurer. Des sanglots silencieux et tremblants. Emma la serra dans ses bras. Cole monta à l'avant. Reaper démarra le moteur. Le camion s'éloigna de la remorque. Les motos le suivirent. Derrière eux, Miller Road s'estompait dans le lointain. Mais Colt n'en avait pas encore fini. La maison sécurisée se trouvait à 30 minutes de River. Une petite cabane appartenant à un membre du club nommé Ranch. Il l'avait achetée il y a des années pour en faire un lieu de chasse. Elle était désormais utilisée dans des situations comme celle-ci, pour les femmes fuyant la violence, les témoins ayant besoin de protection, les personnes que le système avait laissées tomber. La cabane se trouvait au bout d'un long chemin de terre entouré d'arbres. Isolée, sûre. Maria Garcia était déjà là quand ils arrivèrent. C'était une petite femme d'une cinquantaine d'années, robuste, sans fioritures, mais ses yeux étaient gentils. Elle ouvrit la porte du camion et aida Lisa à descendre. « Allez, ma chérie, entrons. » Lisa s'appuya sur elle. Elles marchèrent lentement vers la cabane. Emma les suivit, tenant toujours Clover. À l'intérieur, la cabane était chaude et propre. Un feu brûlait dans la cheminée. Il y avait 2 chambres à l'arrière. La cuisine était remplie de nourriture. Maria conduisit Lisa dans une chambre. Elle l'aida à s'allonger sur le lit. Un médecin est en route. Elle sera là dans 20 minutes. Lisa acquiesça. Ses yeux commençaient déjà à se fermer. Les analgésiques faisaient effet. Emma s'assit à côté du lit, tenant la main de sa mère. Maria s'agenouilla à côté d'elle. « Comment t'appelles-tu, ma chérie? »« Emma. »« Emma, ta maman va s'en sortir. Nous allons prendre bien soin d'elle. »« Et toi? » Emma la regarda. « Tu es sûr que Kevin ne peut pas nous trouver ici? »« J'en suis sûr. Cet endroit n'existe sur aucune carte. Personne ne le connaît, sauf les personnes qui ont besoin de le savoir. » Emma acquiesça, mais serra Clover plus fort dans ses bras. Maria se leva et se dirigea vers le salon où Colt et les autres attendaient. « C'est grave? » demanda-t-elle. « Assez grave? » répondit Colt. « Kevin Dalton là-bas depuis au moins 1 an, peut-être plus. » Emma a couvert sa mère, essayant de la protéger. Le visage de Maria se durcit. Cet enfant ne devrait pas avoir à porter ce fardeau. Non, elle ne devrait pas. Que vas-tu faire à propos de Kevin? Nous allons avoir une conversation avec lui. Maria scruta son visage. Elle connaissait Cole depuis 15 ans. Elle savait ce que signifiait conversation. Ne fais rien qui puisse te mener en prison, Colt. Je ne le ferai pas. Je suis sérieuse. Ces femmes ont besoin de toi. Emma a besoin de toi, Iba. Tu ne peux pas les aider depuis derrière les barreaux. Colt acquiesça. Je vais faire preuve de bon sens. Maria n'avait pas l'air convaincue, mais elle n'insista pas. Une voiture s'arrêta devant la maison. Une femme d'une 60aine d'années en sortit. Elle portait une trousse médicale. C'est le Dr. Ellen Shaw. Maria a dit qu'elle est bénévole au refuge. Elle sait garder le secret. Le Dr. Shaw entra. Maria la conduisit dans la chambre où Lisa dormait. Emma se leva lorsque le médecin entra. « Est-ce que ma maman va s'en sortir? » Le Dr. Shaw sourit gentiment. « Je vais l'examiner, m'assurer que tout guérit bien. Tu peux rester si tu veux. » Emma acquiesça. Elle se rassit. Le Dr. Shaw examina Lisa attentivement. Elle vérifia ses côtes, sa respiration, ses ecchymoses. Au bout de quelques minutes, elle sortit dans le salon. « 3 côtes cassées, dit-elle doucement. Contusion grave sur le torse et les bras. Signe de strangulation au cou. Ce n'était pas un incident isolé. Cela durait depuis un certain temps. » Colt serra les mâchoires. « Combien de temps avant qu'elle puisse bouger normalement? » 6 à 8 semaines pour que les côtes guérissent complètement, mais avec du repos et des soins appropriés, elles se rétablirent. Et Emma, l'expression du Dr. Shaw s'adoucit. Physiquement, les ecchymoses disparaîtront. Émotionnellement, elle secoua la tête. Cela prendra du temps. Un accompagnement psychologique, de la stabilité, de la sécurité. Elle aura les 3. Le Dr. Shaw le regarda. « Vous faites partie des motards. Oui, merci de les avoir fait sortir. » Colt ne répondit pas. Il se contenta d'acquiescer. Le Dr. Shaw retourna dans la chambre, administra une autre dose d'analgésiques à Lisa et discuta tranquillement avec Emma. Colt sortit. Les autres motards se tenaient près de leur moto.
Gunner s'approcha. Et maintenant? Colt regarda sa montre. Il était 4h15. Nous retournons à Miller Road et nous attendons. La rue était calme quand ils revinrent. Le camion et les motos étaient garés à 2 maisons de la caravane bleue, à l'abri des regards, mais suffisamment près pour voir qui allait et venait. Colt, Reaper, Gunner et Trey dans le camion. Les autres se dispersèrent, observant, attendant. Personne ne parlait. C'était ce qu'ils faisaient le mieux. Attendre. Le silence avant de l'action. Trace consulta son téléphone. Ma femme vient de m'envoyer un SMS. Elle veut savoir quand je rentrerai à la maison. Qu'est-ce que tu lui as dit? Demanda Reaper. Je lui ai dit que j'aidais un ami. Elle sait qu'il ne sert à rien de poser d'autres questions. Gunner se cala dans son siège. Ma femme avait l'habitude de poser des questions. Les premières années de notre mariage. Elle voulait connaître tous les détails. Où j'allais, avec qui j'étais, ce que je faisais, ce qui avait changé, demanda Cole. Un soir, je lui ai dit la vérité. Je lui ai parlé d'une femme que nous avions aidée. Son mari l'avait battue si violemment qu'elle avait perdu la vue d'un œil. Nous l'avons sortie de là et mise en sécurité. Son mari a fini à l'hôpital avec les 2 jambes cassées. Les flics n'ont jamais découvert qui avait fait ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Gunner a souri. Elle a dit, bien, certains hommes méritent qu'on leur casse les jambes. Elle n'a plus jamais posé de questions après ça. Les hommes sont restés assis dans un silence confortable. À 458, un camion est apparu au bout de Miller Road. Un pare-choc blanc sale et cabossé. Un pot d'échappement bruyant. Kevin Dalton. Cole s'est redressé. C'est lui. Le camion s'est garé dans l'allée de la caravane bleue. Kevin est descendu. Des bottes de travail. Un jean taché de graisse. Une casquette de baseball enfoncée sur la tête. Il attrapa un pack de 6 bières sur le siège passager. Il marcha vers la caravane sans regarder autour de lui. Colt attendit que Kevin entre à l'intérieur. « Donne-lui 2 minutes, dit Colt. Laisse-le réaliser qu'ils ont disparu. » Ils attendirent derrière la fenêtre. Ils pouvaient voir Kevin bouger à l'intérieur. Puis, il s'arrêta. Sa silhouette resta immobile. Reaper sourit froidement. Il venait de comprendre. Kevin revint à la porte, regarda dehors, regarda de haut en bas de la rue. Puis, il sortit son téléphone. Il appelle quelqu'un. Trace dit « Probablement Lisa », marmonna Gunner. « Bonne chance. » Kevin faisait les 100 pas dans l'embrasure de la porte, parlant au téléphone. Sa voix portait à travers la rue, furieuse, de plus en plus forte. Puis, il jeta le téléphone. Il heurta le mur à l'intérieur de la caravane. « C'est notre signal, dit Colt. » Les 4 hommes descendirent du camion. Les autres moteurs les rejoignirent. 8 hommes marchaient vers la caravane bleue. Kevin les vit arriver. Il recula à l'intérieur et claqua la porte. Ils entendirent le clic du verrou. Colt monta les marches bancales et frappa 3 fois à la porte. « Kevin Dalton, ouvrez la porte. Nous devons parler. » La voix de Kevin retentit de l'intérieur. « Fichez le camp de ma propriété ou j'appelle les flics. Vas-y, appelle-les. » Silence. Colt frappa à nouveau. « On peut te faire ça en douceur ou on peut te le faire de manière plus musclée. À toi de choisir. » La porte s'ouvrit. Kevin se tenait là. Il était plus grand que Colt ne l'avait imaginé. Peut-être 100 kilos, les épaules larges, mais ses yeux le trahissaient. La peur. Il essayait de la cacher, mais elle était là. « Qui êtes-vous, bon sang? » demanda Kevin. « Nous sommes des amis de Lisa et Emma. » Le visage de Kevin se déforma. « Cet homme a pris mon enfant et s'est enfui. »« Ce n'est pas votre enfant, » dit Reaper calmement. Les yeux de Kevin se posèrent sur Reaper, puis vers les autres hommes qui se tenaient derrière Colt. « Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes là pour me menacer? Nous sommes là pour délivrer un message. » Colt dit « Ouais, quel message? C'est fini pour toi. Lisa et Emma sont quelque part où tu ne les trouveras jamais. Tu ne vas pas les chercher, tu ne vas pas les appeler. Tu ne vas pas passer devant leur travail ou leur école. Tu es fini. » Kevin rit. C'était un rire méchant et désagréable. « Tu ne peux pas me dire quoi faire. C'est ce que nous venons de faire. » La main de Kevin se dirigea vers sa ceinture. Colt vit le couteau avant que les doigts de Kevin ne le touchent. « Ne fais pas ça, » dit Colt. Sa voix ne s'éleva pas. Elle ne changea pas, mais elle avait du poids. La main de Kevin se figea. « Si tu sors ce couteau, les choses prendront une toute autre tournure, » continua Cole. « Et crois-moi, tu ne veux pas en arriver là. » Kevin serra les mâchoires, baissa la main et Gunner s'avança. « Nous savons ce que tu as fait.
Nous avons vu les Bleus. Nous avons entendu le récit d'Emma. Nous avons des photos, des dossiers médicaux, des témoignages. Vous ne pouvez rien prouver, dit Kevin, mais sa voix tremblait. Nous n'avons pas besoin de le prouver devant un tribunal, dit Trace. Nous devons simplement nous assurer que les bonnes personnes soient au courant. Le visage de Kevin pâlit. Qu'est-ce que cela signifie? Smoke brandit son téléphone. Votre patron à l'usine a reçu son email ici même. Tout comme les RH. Tout comme le représentant syndical. C'est drôle ce qui se passe quand les gens découvrent que vous battez une femme et un enfant de 7 ans. Les yeux de Kevin s'écarquillèrent. Vous ne pouvez pas. Si, dit Smoke. Et nous le ferons à moins que vous ne fassiez exactement ce que nous vous disons. Kevin regarda chacun d'entre eux. Il était en infériorité numérique, dépassé, et il le savait. Que voulez-vous? Sa voix était plus faible maintenant. Vous allez faire vos valises. Colt a dit que vous allez quitter Riverton ce soir et que vous ne reviendrez jamais. Si vous le faites, nous le saurons. Et la prochaine fois, nous ne serons pas aussi polis. Vous ne pouvez pas me forcer à quitter ma propre ville. Vous avez un casier, Kevin. Gunner a dit agression, coups et blessures, violation d'une ordonnance restrictive. Un simple coup de fil et vous serez de retour dans la prison du comté dès demain matin, ou vous pouvez partir de votre propre chef. À vous de choisir. Kevin respirait bruyamment. Son visage était rouge, mais il n'était pas stupide. Il pouvait lire dans leurs yeux. Ces hommes ne bluffaient pas. « Très bien, cracha-t-il. Très bien, je partirai ce soir. » Colt dit « Pas demain, pas la semaine prochaine. Ce soir. » Kevin le fusilla du regard. « Oui, ce soir. Très bien. Faites vos valises. Nous attendrons. » Kevin se retourna et rentra dans la caravane. Ils l'entendirent jeter des objets et jurer entre ses dents. Il ressortit 15 minutes plus tard avec un sac de voyage rempli de vêtements, ses clés à la main. Il s'arrêta à la porte. « Regardez Colt. Dites à Lisa qu'elle fait une erreur. Dites-lui qu'elle va le regretter. » L'expression de Colt ne changea pas. Elle ne le regrettera pas. Kevin passa devant eux et descendit les marches. Il monta dans son camion. Le moteur rugit. Il sortit rapidement de l'allée. Les pneus projetèrent des graviers. Les feux arrière disparurent au bout de Miller Road. « Je vais le regarder partir. Je pense qu'il restera loin. » Cole sortit son téléphone. « Nous nous en assurerons. » Il a passé un appel. Ça a sonné 2 fois, oui. La voix à l'autre bout du fil était celle d'un homme nommé Carter, ancien shérif, à la retraite maintenant, mais qui avait toujours des relations dans tout l'État. « Carter, il fait froid. J'ai besoin d'une faveur. Je t'écoute. » Kevin Dalton, casier judiciaire pour agression. Il habitait sur Miller Road à Riverton. Il vient de quitter la ville. Je veux qu'on le surveille. S'il revient, je veux être prévenu immédiatement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a battu sa copine et sa fille de 7 ans. Carter resta silencieux pendant un moment, puis sa voix redevint dure. Considérez que c'est fait. J'ai des amis dans 3 comtés. S'il éternue dans la direction de Riverton, vous le saurez. Merci. Mettez la femme et les enfants en sécurité. Oui, très bien. Les hommes comme Dalton ne méritent pas de seconde chance. Non, en effet. Cole raccrocha. Reaper le regarda. C'est tout, c'est tout. Ils retournèrent au camion. Les autres moteurs montèrent sur leurs motos. Les moteurs démarrèrent les uns après les autres. Le bruit emplit la rue calme. Ils s'éloignèrent de Miller Road. Derrière eux, la caravane bleue était vide. Un fantôme de ce qu'elle avait été. Mais pour Lisa et Emma, c'était enfin terminé. Lisa et Emma ont emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la rivière. 2 chambres, propres, sûres, des fenêtres qui se verrouillent, une porte avec 3 verrous. Les Iron Wolves ont payé les 3 premiers mois de loyer. Maria a aidé Lisa à demander une aide sociale, à faire refaire sa carte d'identité, à inscrire Emma dans une nouvelle école. Lisa a trouvé un emploi dans un restaurant appelé Rosie's. Le propriétaire était un ami de Wrench's. Le salaire était bon, les horaires flexibles, les pourboires corrects. Elle pouvait être à la maison quand Emma sortait de l'école. Emma a commencé le CE1 à l'école élémentaire Lincoln, une petite école de bons enseignants, des enfants qui ne posaient pas trop de questions sur ses origines. Elle s'est faite des amis. Une fille nommée Sophie qui aimait dessiner. Un garçon nommé Marcus qui jouait au football. Elle souriait davantage. Les Bleus s'estompèrent, mais elle emportait toujours Clover partout où elle allait. Un samedi matin,
3 semaines après leur emménagement dans l'appartement, quelqu'un frappa à la porte. Lisa regarda par le Judas. Son cœur se serra un instant. Une vieille peur, mais ce n'était pas Kevin. C'était Colt. Elle ouvrit la porte. Colt. Salut. Salut, Lisa. J'espère que je pas dérange, tu vois. Non, entre. Je t'en prie. Il entra. L'appartement sentait les pancakes. Emma sortit dans le courant de la cuisine. Cool. Elle lui serra la jambe. Il ébouriffa ses cheveux. Salut, petite. Comment ça va? Bien. Maman a fait des pancakes. Tu en veux? Ça va. Je voulais juste prendre de vos nouvelles. Lisa sourit. C'était un vrai sourire. Le premier que Cole avait vu chez elle. On va bien. Vraiment bien. Cole regarda autour de lui les meubles que Maria les avait aidés à choisir, les dessins qu'Emma avait collés sur le réfrigérateur, le calendrier sur le mur, avec l'emploi du temps scolaire d'Emma marqué en couleur vive. C'était à ça que ressemblait la sécurité. Comment ça se passe au boulot? Demanda-t-il. Ça va bien. La propriétaire, Rosie, est vraiment sympa. Et les autres serveuses m'aident à apprendre le métier et l'école. Il regarda Emma. J'aime bien. Ma professeure est Madame Palmer. Elle est gentille. Elle me laisse m'asseoir près de la fenêtre. Colt acquiesça. C'est bien. Il sortit quelque chose de sa veste, la photo encadrée qu'il avait prise dans sa caravane, celle de Lisa et Emma au parc. Il l'attendit à Lisa. J'ai pensé que tu voudrais peut-être ça. Ses yeux se remplirent de larmes. Je n'avais même pas remarqué qu'elle avait disparu. J'ai pensé que tu devrais la voir, pour lui rappeler les bons moments. Lisa fixa la photo, leur visage souriant. À une époque avant Kevin, avant que tout ne devienne sombre. Merci, murmura-t-elle. Emma s'approcha et regarda la photo. C'était à Jefferson Park, j'avais 5 ans. Tu te souviens de ce jour-là? Demanda Lisa. Oui, on a mangé des glaces. Tu m'as laissé prendre 2 boules. Lisa rit, un vrai rire sincère. C'est vrai, n'est-ce pas? Colt se leva. Je devrais y aller. Attends. Lisa posa la photo. Avant que tu partes, j'ai quelque chose à te dire. Tu n'es pas obligé. Si je le suis, elle le regarda dans les yeux. Tu nous as sauvés. Tu n'étais pas obligé. Tu ne nous connaissais pas. Mais tu es venu alors que personne d'autre ne l'aurait fait. Tu nous as donné une chance d'avoir une vraie vie. Colt eut la gorge serrée. C'est Emma qui t'a sauvé. Elle a eu le courage de demander de l'aide. Et tu as eu le courage de répondre. Ils restèrent là un moment, comprenant mutuellement ce qui se passait entre eux. Emma tira sur la manche de Colt. Tu pars? Oui, petite, je dois y aller. Tu reviendras? Colt s'agenouilla et la regarda dans les yeux. Chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai là. Tu as mon numéro. Tu appelles, je réponds. C'est comme ça que ça marche maintenant. Emma acquiesça. Puis elle le serra fort dans ses bras. Cole se leva. Il regarda Lisa. Prends soin d'elle. Je le ferai. Je te le promets. Il se dirigea vers la porte, s'arrêta, se retourna. Lisa. Oui, tu as été courageuse. Tu t'es enfuie. Beaucoup de gens ne le font pas. Ça demande une vraie force. Ses yeux se remplirent à nouveau de larmes, mais elle sourit. C'était Emma qui avait été courageuse. C'était elle qui était partie chercher de l'aide. Colt regarda Emma. Oui, c'était vrai. Il descendit les escaliers et se dirigea vers sa moto garée dans la rue. Il démarra le moteur, dont le grondement lui était familier. Alors qu'il s'éloignait, il jeta un coup d'œil en arrière vers l'immeuble. À travers la fenêtre, il pouvait voir Lisa et Emma debout ensemble, en sécurité, et c'était tout ce qui comptait. L'hiver arriva à River. La neige recouvrait les rues. Des lumières de Noël étaient accrochées aux devantures des magasins. Lisa avait été promue chef d'équipe au Rosie's Diner. Meilleur salaire, plus de responsabilités. Elle économiserait suffisamment pour acheter à Emma un vrai lit avec un sommier et une nouvelle couverture. Emma s'épanouissait à l'école. Elle avait de bonnes notes. Elle avait rejoint le club d'art. Elle le portait toujours Clover, mais plus partout. Juste la nuit, ils avaient désormais une routine. Petit déjeuner ensemble. École, travail, dîner, devoirs, histoire avant de se coucher, une vie normale et sécurisante. Kevin Dalton n'est jamais revenu. Le réseau de Carter le surveillait. Il avait déménagé dans le Nevada, trouvé un emploi sur un chantier de construction et faisait profil bas. Il a appelé Lisa une fois. 2 mois après son départ, elle n'a pas répondu. Il n'a plus rappelé. La veille de Noël,
Lisa et Emma décoraient un petit sapin dans leur salon. Des lumières, des ornements, une étoile au sommet. On frappa à la porte. Lisa alla ouvrir. Colt se tenait là avec Gunner et Reaper. Ils portaient des sacs. Joyeux Noël, dit Colt. Emma courut vers la porte. Vous êtes venus? On ne manquerait ça pour rien au monde, petite. Ils entrèrent, posèrent des sacs. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Demanda Lisa. Des cadeaux du club. Ils ont déballé les sacs. Des jouets pour Emma. Des livres. Du matériel artistique. Une nouvelle veste pour Lisa. Il y avait une carte cadeau pour l'épicerie, une autre pour le magasin de vêtements. Vous n'étiez pas obligé de faire ça, a dit Lisa. Sa voix tremblait. On voulait le faire, a répondu Gunner. Emma a sorti un lapin en peluche d'un des sacs. Il ressemblait à Clover, sauf que ses deux oreilles étaient intactes. Pour Clover, dit Reaper, on s'est dit qu'il aurait besoin d'un ami. Emma serra le nouveau lapin dans ses bras. Puis elle serra Reaper dans ses bras. Ils restèrent une heure à boire du chocolat chaud, à discuter et à rire. Quand ils partirent, Emma resta à la fenêtre, les regardant s'éloigner sur leur moto. Maman, oui, ma chérie, ce sont des hommes bien, n'est-ce pas? Lisa passa son bras autour des épaules de sa fille. Oui, c'est vrai. Je suis contente de les avoir trouvés. Moi aussi, ma chérie, moi aussi. Emma avait maintenant 12 ans. Elle était plus grande, plus forte. Elle jouait au football. Becca avait de bonnes notes. Elle y avait toujours Clover et le deuxième lapin. Tous deux étaient assis sur son lit, à côté de son oreiller. Lisa avait économisé suffisamment d'argent pour verser un acompte sur l'appartement. Il était à elle maintenant. Vraiment, le leur. Elle avait encore été promue, directrice adjointe du restaurant. Rosie parlait de prendre sa retraite dans quelques années. Elle voulait que Lisa prenne la relève. Kevin Dalton était toujours dans le Nevada, toujours dans le bâtiment, toujours en train de boire jusqu'à en mourir. Selon des sources de Carter, il avait essayé de contacter Emma une fois sur les réseaux sociaux. Elle l'avait immédiatement bloqué et l'avait dit à Lisa. Lisa avait appelé Colt. En moins de 24 heures, les comptes de Kevin avaient été fermés. Son numéro de téléphone a changé et il a reçu la visite de 3 hommes au Nevada qui lui ont délivré un message très clair. Laisse-les tranquilles, il l'a fait. Emma était dans la cuisine un samedi après-midi, aidant sa mère à préparer le dîner. La radio jouait doucement en arrière-plan. Maman, oui, tu repenses parfois à ce jour-là? Le jour où j'ai couru jusqu'au bar, Lisa a arrêté de couper les légumes et a regardé sa fille droit dans les yeux. Tu penses que j'ai bien fait? Lisa posa le couteau, s'approcha et s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux d'Emma. Ma chérie, tu as fait la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. Tu nous as sauvés. Tu m'as sauvé. J'avais tellement peur, je sais, mais tu l'as fait quand même. C'est ça, le courage. Emma acquiesça. Cette époque me manque, mais Kevin ne me manque pas. Moi non plus. On frappa à la porte. Emma alla ouvrir. Colt se tenait là. Il avait vieilli, sa barbe était plus grisonnante, mais il avait toujours le même regard dur, la même force tranquille. Colt. Emma le serra dans ses bras. Salut, petite. Comment vas-tu? Bien, très bien. Il entra. Lisa sortit de la cuisine. Colt, je ne savais pas que tu venais. J'ai pensé que je passerais. Pour voir comment vous alliez. Nous allons très bien. Restez dîner. Avec plaisir. Ils s'assirent autour de la table, toutes les trois, mangeant des spaghettis, discutant, riant. Et pendant un instant, Emma eut l'impression d'être en famille. Pas la famille dans laquelle elle était née, mais la famille qu'elle s'était choisie, celle qui l'avait acceptée. Emma avait maintenant 22 ans. Elle avait obtenu son diplôme universitaire en justice pénale avec une mineure en travail social. Elle travaillait dans une organisation à but non lucratif qui aidait les victimes de violences domestiques. Elle avait commencé comme stagiaire. Maintenant, elle était gestionnaire de cas. Elle était assise dans son bureau, petit mais à elle. Un bureau, un ordinateur, un classeur. Sur le mur, il y avait une photo. Elle, sa mère et Colt, prise il y a 5 ans lors de la remise des diplômes du lycée. Tous les trois sourit. On frappa à sa porte. Entrez. Une femme entra. La trentaine, le visage couvert de bleu, la lèvre fendue, un œil au beurre noir. Elle tenait la main d'un petit garçon, âgé d'environ 6 ans. Il avait des bleus sur les bras. Emma se leva. « Bonjour, je m'appelle Emma. Asseyez-vous, je vous en prie. » La femme s'assit lentement. Le garçon grimpa sur ses genoux. « Je ne sais pas où aller, » dit la femme d'une voix tremblante. « J'ai essayé d'appeler la police. Ils m'ont dit. » Sans preuve,
Nous ne pouvons rien faire. Emma sentit sa poitrine se serrer. Elle connaissait cette histoire. Elle l'avait vécue. Elle regarda le garçon. Il la fixait de ses grands yeux effrayés. Elle connaissait ce regard. Elle l'avait porté autrefois. Emma se pencha en avant. Sa voix était calme, assurée. « Vous êtes venu au bon endroit. Nous allons vous aider tous les deux. » Les yeux de la femme se remplirent de larmes. « Vous promettez ?» Emma tendit la main par-dessus le bureau et prit celle de la femme. « Je vous le promets. Personne ne vous fera plus de mal et je vais m'assurer que vous ayez un endroit sûr où aller. Des gens qui vous protégeront. Comment pouvez-vous en être si sûr? » Emma jeta un coup d'œil à la photo accrochée au mur, à Colt, à l'homme qui avait répondu lorsqu'elle avait demandé de l'aide, parce que quelqu'un avait fait la même chose pour moi autrefois, et que c'était maintenant à mon tour de le faire pour vous. La femme s'effondra et se mit à sangloter. Emma contourna le bureau, s'agenouilla à côté d'elle et la laissa pleurer. Le petit garçon regarda Emma. « Allez-vous nous sauver? » Emma croisa son regard. « Oui, je vais le faire. » Parce qu'elle avait appris quelque chose il y a longtemps. Quand quelqu'un demande de l'aide, on répond à chaque fois, sans exception. Si vous croyez qu'il faut défendre les enfants, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Emma avait maintenant 37 ans. Elle dirigeait l'organisation à but non lucratif en tant que directrice des opérations. Il s'était développé et disposait désormais de 3 sites dans l'État. Des centaines de femmes et d'enfants étaient aidés chaque année. Liza avait pris sa retraite du restaurant. Elle faisait du bénévolat à l'association 2 fois par semaine, aidait à l'accueil, parlait aux femmes qui avaient peur de partir, partageait son histoire. Colt avait 73 ans, il continuait à rouler, était toujours président des Iron Wolves et continuait à se montrer présent lorsque les gens avaient besoin de lui. Un après-midi, Emma a reçu un appel. « Emma, c'est Maria. »« Salut Maria. Qu'y a-t-il? J'ai un problème. » Une fillette de 8 ans est entrée dans une station-service ce matin, couverte de bleu. Elle a dit au commis que son beau-père lui faisait du mal, ainsi qu'à sa mère. Le cœur d'Emma s'est serré. Où est-elle maintenant? Elle attend au refuge. Elle a peur. Elle est traumatisée. Elle a demandé s'il y avait des moteurs dans les environs qui pourraient l'aider. Emma a souri. Je sais exactement qui appeler. Elle a raccroché et composé un autre numéro. Ça a sonné 3 fois. Oui, la voix de Colt. C'est Emma. J'ai besoin d'un service. Dis-moi. Il y a une petite fille au refuge de Maria, 8 ans, qui demande de l'aide. Elle demande des motards. Colt resta silencieux un instant. Puis sa voix revint. Calme. Bien sûr. On arrive. Emma raccrocha. Elle fixa le téléphone dans sa main. Il y a 29 ans, elle avait été cette petite fille, effrayée, désespérée, courant vers des inconnus pour demander de l'aide. Et ils avaient répondu. Ils l'avaient sauvée. Maintenant, c'était elle qui répondait. Elle qui sauvait les autres. Le cycle continuait. Mais cette fois, c'était un cycle d'espoir, de protection, de personnes qui croyaient encore que certaines choses valaient la peine de se battre. Emma attrapa ses clés et se dirigea vers la porte. Elle avait du travail à faire, car quand quelqu'un demande de l'aide, on répond.